Un sujet, deux points de vue. Agora. L'Europe est née à Rome il y a un demi-siècle avec le traité de 1957. Depuis, la ville éternelle reste au centre de la construction européenne. Ainsi, c'est aujourd'hui vers Rome que sont envoyés les documents de ratification du traité de Lisbonne par chacun des 27 pays membres de l'Union européenne. Giuseppe Guarino, juriste italien, ancien ministre et conseiller de nombreux gouvernements européens, doute encore de la ratification finale du traité de Lisbonne. Richard Euzet, journaliste français, espère lui un oui irlandais, persuadé que beaucoup se cachent derrière un non pour bloquer tout le processus sans avoir à s'exposer. On peut se demander si, par exemple, un non de l'Irlande ne servirait pas d'autres pays européens qui sont, ou du moins d'autres secteurs de l'opinion publique de pays européens qui sont hostiles fondamentalement à l'Europe, mais qui ne veulent pas pour l'instant s'exprimer. Le système actuel ne fait pas disparaître l'égoïsme des pays membres, au contraire, il le stimule. Chacun se dit aujourd'hui, si les Irlandais ont eu des avantages, pourquoi pas nous ? Ce système provoque donc une diversification plutôt que l'homogénéité qui était d'abord recherchée. Avec ces règles, certains vont en sortir gagnants, d'autres perdants. Au final, tout le monde souhaite avoir sa propre exception. Pourtant, il y a des pays qui ont accepté que certains autres pays, certains autres membres aient ces avantages. Je pense un peu aux sacrifices qui ont été faits par l'Allemagne, d'une partie par la France, aussi par l'Italie, par exemple, devant l'attitude des Anglais, ou des Irlandais, ou des Polonais. C'est vrai, mais je l'ai accepté avant de savoir que d'autres obtiendraient tel ou tel avantage. Alors donc, il y a deux dangers actuellement, c'est l'Irlande, et puis la Cour constitutionnelle allemande. Il y en a un troisième, c'est la Pologne, qui a obtenu des clauses très dures, comme celle de pouvoir se retirer, de bloquer temporairement les décisions prises par l'Europe. Les difficultés rencontrées par ces pays ne sont que les premiers signes d'autres difficultés à venir dans la prochaine période. Nous avons donné les mêmes droits à tous. Malte a par exemple le même poids que l'Allemagne. Personne ne doute cependant que lorsque Malte prendra la présidence de l'Europe, son représentant n'aura pas la même expérience internationale qu'Angela Merkel par exemple. Quand arrive le représentant de Malte, président de l'Union européenne, non ha la stessa esperienza mondiale che può avere la Merkel. Aujourd'hui, la Suède détient la présidence, un pays important qui a toujours été favorable à l'Europe, mais qui ne fait pas partie de l'euro. Et l'on constate beaucoup d'autres manques de ce genre à l'intérieur même du système. Le manque d'équilibre vient du fait que les règles européennes, en particulier celles concernant les dettes et l'endettement, donnent des résultats différents selon les pays. Ces manques d'équilibre sont de plus en plus flagrants et provoquent à leur tour d'autres déséquilibres. Croyez-moi, c'est le moment de se pencher très sérieusement sur les fonctionnalités de ces règles européennes. Si vous achetez une voiture et qu'elle ne marche pas, qu'allez-vous faire? Vous l'emmenez au garage et vous essayez de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Bon, on peut comprendre tout ce que vous dites, professeur, même si en Europe, votre voix est un peu isolée, il faut bien le reconnaître actuellement. Il n'y a pas beaucoup d'Européens qui partagent votre point de vue. Tout le monde est content qu'on arrive à la fin du processus de ratification. En politique, chacun joue son jeu et vous ne pouvez pas prétendre que les autres font autrement. Le mécanisme est tel que la Commission européenne doit continuer à chercher à obtenir plus de pouvoir. Les États, au moins les plus importants, doivent essayer de perdre le moins possible tout en obtenant le plus de pouvoir possible dans l'Europe. Ils n'ont pas l'air de comprendre que si l'on continue dans cette direction, c'est comme s'enfoncer un peu plus dans une toile d'araignée. Une toile d'araignée qui va se refermer non seulement sur les autorités politiques, mais aussi sur les citoyens, à un point tel qu'il ne pourra plus y avoir de débat. Mon inquiétude par rapport au traité de Lisbonne ne concerne pas les règles elles-mêmes, qui objectivement se sont améliorées depuis les traités d'Amsterdam ou de Nice. En fait, je suis inquiet parce que tout cela va finir par figer les institutions européennes. Les Européens ne pourront plus se poser la question de savoir ce qu'ils peuvent faire ou ce qu'ils ne peuvent pas faire.
e che cosa non riusciranno mai più a fare. Oui, c'est très compliqué. Il y avait des siècles et des siècles d'histoire qu'il fallait corriger. Mais en fait, cette marche en avant de l'Europe est quand même fondamentale. La France et l'Allemagne actuellement sont des pays étroitement liés. Et cela grâce à l'Europe. L'Allemagne a consenti des efforts immenses pour pouvoir lancer le débat européen et faire l'unité européenne. Et vous vous dites, le traité de Lisbonne, ça ne sert à rien. Tout ce que vous dites est absolument exact. Les inquiétudes des Allemands pour le Deutsche Mark ont eu un rôle fondamental. Il ne suffit pas de dire « je veux un résultat ». Nous devons d'abord voir si ces règles donnent actuellement un résultat. En 1992, le mark était la monnaie la plus stable et était gérée par le gouvernement allemand avec la Bundesbank. La dette allemande était de 40%, ce qui montre que la dette n'est pas incompatible avec le développement et la stabilité. La Germania aveva un debito del 40%. Che significa che il debito non è incompatibile con lo sviluppo e con la stabilità. L'endettement a quand même été le second paramètre. Le premier paramètre, c'était le déficit. C'est la conséquence de la substitution d'un gouvernement avec des règles rigides. L'Allemagne, qui est arrivée avec un ratio de 40%, maintenant à 66%, aura du mal à revenir. La France, qui est entrée avec 35% de dette, est désormais dans une situation pire que l'Allemagne. C'est bien qu'il y a quelque chose d'étrange. Il y a eu un manque à gagner, c'est-à-dire tout ce qu'on aurait pu obtenir et que l'on n'a pas obtenu. Si mon analyse est correcte, toutes les prévisions qui ont été faites sur cette période, sur la dette des grands pays et le temps qu'il va falloir pour revenir à un niveau physiologique, ne prennent pas en compte les paramètres qui bloquent les pays européens. Sul debito dei grandi paesi e sui tempi in cui potranno rientrare in condizioni fisiologiche non si tiene conto. Le temps nécessaire sera plus long et il sera très difficile de revenir sous les 60%. Les États-Unis aussi ont un très grand déficit, des déficits très importants. Ça ne leur empêche pas d'être une grande nation. Le problème de l'Europe, en fait, n'est pas simplement un problème monétaire, c'est surtout un problème politique. Maintenant que les États ont commencé à ratifier ce traité, la majeure partie d'entre eux l'ont fait, est-ce que vous pensez qu'il est opportun maintenant de rouvrir le débat sur la réforme constitutionnelle? Si et non. Oui et non. Oui, parce que je pense, par rapport aux institutions actuelles, nous pourrons vraiment approuver le traité de Lisbonne, si vous pensez que ce chemin que nous suivons est bon pour le futur. Mais si l'on pense que j'ai acheté une nouvelle voiture et qu'elle marche moins bien que la précédente, que dois-je faire? Je regarde les nouveaux catalogues et j'essaye d'acheter la meilleure voiture actuelle. Donc même si l'on arrive à refermer ou non le traité de Lisbonne, il est malgré tout de notre droit de se demander est-ce bien le meilleur pour l'Europe ou pas encore? Però è dovere di tutti noi interrogarci. È questo l'ottimum per l'Europa o non ancora?